Imaginez disparaître dans un aéroport soviétique abandonné au Kazakhstan et être retrouvé 4 ans plus tard, momifié dans un hangar, entouré d'avions de chasse vintage que personne n'était censé pouvoir maintenir. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'histoire vraie de Jean-Baptiste Moreau, un pilote belge passionné d'aviation militaire dont l'expédition de 2000 pour documenter des appareils soviétiques s'est transformée en mystère qui défie toute logique. En juillet 2000, il est arrivé seul à la base aérienne de Karakalinsk, un complexe militaire abandonné depuis l'effondrement de l'URSS. 4 ans plus tard, son corps parfaitement conservé a été découvert dans un hangar secret, au milieu de MiG-25 et d'avions expérimentaux en parfait état de marche. Mais ce qui a le plus choqué les enquêteurs, ce sont les preuves que quelqu'un avait entretenu ces appareils pendant des années et que ce quelqu'un était Jean-Baptiste lui-même, transformé en gardien silencieux d'une flotte fantôme. Cette découverte a révélé une vérité terrifiante sur l'isolement extrême et ce qu'il peut faire à l'esprit humain. L'histoire commence à Bruxelles en juin 2000. Jean-Baptiste Moreau, 42 ans, était bien plus qu'un simple pilote commercial. Propriétaire de 3 avions restaurés de la Seconde Guerre mondiale et membre respecté de la Société européenne du patrimoine aéronautique, il consacrait sa fortune et son temps libre à préserver l'histoire de l'aviation militaire. Depuis la chute du mur de Berlin, Jean-Baptiste était obsédé par les appareils soviétiques abandonnés dans l'ex-URSS. Ces avions laissés à l'abandon dans des bases militaires désertées représentaient pour lui des trésors historiques inestimables en train de se détériorer. Sa mission était de les documenter avant qu'ils ne disparaissent pour toujours. La base aérienne de Karakalinsk, au Kazakhstan, était sa dernière découverte. Classifiée jusqu'en 1995, cette installation avait abrité des programmes d'aviation expérimentale. Selon ces sources, la base avait été abandonnée si rapidement que des avions prototypes, des équipements et même des dossiers du personnel étaient restés sur place. Pour Jean-Baptiste, c'était l'opportunité de sa vie. Il organisa une expédition solo avec un équipement photographique professionnel et des provisions pour une semaine. Son objectif était de documenter chaque appareil, d'évaluer leur état pour d'éventuelles acquisitions muséales et de créer un record historique de ce patrimoine oublié. Le 15 juillet 2000, il s'envola de Bruxelles vers Nur-Sultan, puis prit un vol domestique vers Karaganda. De là, il loua un véhicule tout-terrain pour parcourir les 200 km jusqu'à la base abandonnée. Sa famille et ses collègues attendaient à recevoir de ses nouvelles sous 10 jours maximum. Sa dernière communication officielle fut un email envoyé de Karaganda le 17 juillet, arrivé à destination. Base incroyable, avions partout, commence documentation demain, rentrée dans une semaine. Jean-Baptiste Moreau disparut dans le désert kazakh le lendemain. Pendant 4 ans, personne ne sut ce qui lui était arrivé. Jusqu'à ce qu'une équipe de récupération de métaux fasse une découverte qui défierait toute explication rationnelle. Quand Jean-Baptiste ne donna pas de nouvelles après 15 jours, sa femme Isabelle alerta immédiatement les autorités belges. L'ambassade de Belgique au Kazakhstan fut contactée et une enquête officielle commença rapidement. Les autorités kazakhes retrouvèrent facilement sa trace jusqu'à Karaganda. Le véhicule de location fut localisé 3 jours plus tard, parfaitement garé à l'entrée principale de la base aérienne de Karakali. Les clés étaient sur le contact, son passeport et son portefeuille dans la boîte à gants, ses bagages intacts dans le coffre. La base elle-même était un labyrinthe de 15 km² avec des dizaines de hangars, des pistes d'atterrissage multiples, des tours de contrôle et des bâtiments de soutien. Les équipes de recherche passèrent 2 semaines à fouiller méthodiquement chaque structure accessible. Ils trouvèrent des traces de son passage partout. Ses empreintes de pas dans la poussière de plusieurs hangars. Ses emballages de nourriture dans un bureau abandonné qu'il avait visiblement utilisé comme campement temporaire. Même quelques photos test qu'il avait prises d'un MiG-29 dans un hangar ouvert. Mais aucune trace de Jean-Baptiste lui-même. Pas de vêtements, pas d'équipement photographique, aucun signe de lutte ou d'accident. Il avait simplement disparu comme s'il s'était évaporé au milieu de sa documentation. La base présentait de nombreux dangers, structure instable, puits de maintenance non sécurisés, possible contamination chimique des anciens carburants d'aviation. Les enquêteurs conclurent qu'il avait probablement eu un accident fatal dans une zone inaccessible de la base. Après 1 mois de recherche, le cas fut officiellement clos. Jean-Baptiste Moreau fut déclaré mort, présumé victime d'un accident dans la base militaire. Sa famille organisa des funérailles symboliques à Bruxelles. Son histoire devint un avertissement pour les autres passionnés d'aviation tentés d'explorer seuls des sites dangereux. Pendant 4 ans, le dossier resta dans les archives. Puis en 2004, une équipe de récupération de métaux arriva à Karakalinsk pour démanteler les installations. Leur découverte allait rouvrir le mystère de la manière la plus troublante possible.
En été 2004, les autorités kazakhes décidèrent finalement de récupérer la valeur métallique de la base abandonnée de Karakalinsk. Une équipe conjointe russo-kazakh fut mandatée pour évaluer, cataloguer et démanteler tout ce qui avait une valeur commerciale. L'équipe était dirigée par Dmitri Volkov, un spécialiste russe de la récupération industrielle avec 20 ans d'expérience dans le démantèlement d'installations militaires soviétiques. Son travail consistait à identifier les métaux précieux, évaluer l'état des équipements et organiser leur transport vers les centres de recyclage. La base était dans un état de préservation remarquable grâce au climat sec du Kazakhstan. Beaucoup d'avions étaient encore structurellement intacts, leurs alliages de titane et d'aluminium représentant une fortune sur le marché des métaux rares. Mais c'était plus qu'une simple mission de récupération. Dimitri et son équipe découvrirent rapidement des anomalies troublantes. Certains hangars montraient des signes d'activité récente, des sentiers dans la poussière qui ne pouvaient avoir que quelques mois, des outils arrangés avec soin, des pièces d'avions nettoyées et huilées. Le plus étrange était dans la tour de contrôle. Une chambre improvisée avait été aménagée avec un lit de camp militaire, des conserves datant des années 1980 mais encore scellées, et une série de cahiers remplis d'une écriture manuscrite en français. Ces cahiers contenaient des observations météorologiques quotidiennes, des inventaires détaillés d'équipements et des notes sur l'état de conservation de différents avions. Les entrées étaient datées et méthodiques, le journal d'une surveillance solitaire dans ce désert. Entre les pages étaient glissées des centaines de photographies. Pas d'archives soviétiques anciennes, mais des images récentes et nettes prises à différentes saisons. Chaque avion de la base avait été photographié, étudié et catalogué avec la dévotion d'un archiviste. Dimitri réalisa qu'il n'était pas seul dans cette nécropole d'aviation. Quelqu'un avait vécu ici, récemment, et avait veillé sur ces machines mortes avec le soin d'un gardien. La question était, où était cette personne maintenant? La réponse les attendait dans le hangar. Le hangar 7 était différent des autres structures de la base. Contrairement aux hangars ouverts dont les portes béantes révélaient leur contenu aux éléments, celui-ci était hermétiquement scellé. Ces portes massives étaient verrouillées par une barre transversale oxydée et un cadenas acier rouillé qu'il semblait fossiliser. Mais autour de la base des portes, la neige était tassée par des passages répétés. Quelqu'un avait régulièrement accédé à un endroit censé être fermé depuis la fin de l'URSS. Dimitri fit forcer les serrures par son équipe. Les portes résistèrent d'abord, puis cédèrent avec un grincement qui déchira l'air du désert. L'ouverture révéla une obscurité absolue et un air étonnamment différent de l'extérieur. Sec, immobile, portant une faible odeur métallique d'huile ancienne et de machines dormantes. La première chose que révélèrent leurs lampes fut l'ordre impressionnant de l'intérieur. Contrairement au chaos de détérioration à l'extérieur, le hangar était une vision d'organisation inquiétante. Le sol en béton, bien que couvert de poussière, était dégagé de débris. Leurs faisceaux lumineux révélèrent progressivement une flotte fantôme d'avions soviétiques dans un état de conservation impossible. MiG-25 Foxbat, Tupolev bombardiers, intercepteurs expérimentaux, tous parfaitement alignés, leur surface métallique luisant faiblement dans la lumière. Mais c'était la poussière qui racontait l'histoire la plus récente. Au centre du hangar, un large chemin avait été balayé, créant un ruban de béton sombre à travers la poudre pâle déposée. C'était un chemin fait par quelqu'un qui marchait ici souvent, avec intensité. Dimitri suivit ce chemin, ses bottes silencieuses sur le sol nettoyé. Au milieu de la formation d'avions se trouvait un MiG-25 Foxbat, dont les panneaux d'accès avaient été soigneusement retirés et posés sur une bâche propre à côté. Un assortiment d'outils clés, tournevis, multimètres, était disposé sur une autre bâche avec une netteté maniaque. Un petit chariot contenait des bidons d'huile et de produits de conservation aux étiquettes fraîches. Le travail était récent, précis et continu. Quelqu'un ne se contentait pas de garder ces géants, il les entretenait, s'occupant d'eux comme un prêtre de Dieu métallique silencieux. Mais le plus troublant restait à découvrir au fond du hangar. Dans un renfoncement formé par une pile de caisses en bois et un support de moteur à demi démonté, Dimitri découvrit un espace de vie improvisé qui témoignait d'une existence austère et disciplinée. Un lit de camp étroit était poussé contre le mur, son cadre soudé à partir de tubes de ferraille de récupération. À côté se trouvait une petite étagère construite avec des planches et des briques contenant quelques objets précieux. Une tasse émaillée et bréchée, un pain de savon à moitié utilisé, une gourde militaire et une pile de livres aux reliures craquelées par l'usage. Mais c'était l'établi qui commandait l'attention.
C'était une chose massive et solide, probablement récupérée des ateliers d'origine de la base, sa surface scarifiée par des décennies d'utilisation, puis, plus récemment, méticuleusement organisée. Des rouleaux de schémas techniques, maintenus par des pièces de moteur nettoyées servant de presse-papier, étaient étalés sur sa surface. Et là, affalé en avant sur les plans décolorés, se trouvait une silhouette humaine. L'homme était parfaitement immobile, dans une posture d'épuisement final. Une longue barbe emmêlée, striée de gris et de blanc, coulait sur les schémas qu'il étudiait. Il était vêtu de couches de vêtements rapiécés pour le froid, l'olive militaire d'origine maintenant décolorée et raccommodée avec des points grossiers mais soigneux. Une main, dans un gant sans doigt, reposait près d'un pied à coulisses de précision, comme s'il venait de prendre une mesure quelques instants avant de succomber à une fatigue accablante. Dimitri s'approcha lentement, son souffle se coinçant dans sa gorge. L'air autour de l'établi était glacial, mais la poitrine de l'homme, quand Dimitri se pencha plus près, se soulevait et retombait dans un rythme peu profond, presque imperceptible. Il était vivant, mais enfermé dans une stupeur profonde, une hibernation de l'esprit et du corps. Avec une révérence qu'il ne savait pas posséder, Dimitri souleva doucement l'épaule de l'homme. Il n'y eut aucune réponse, aucun frémissement de conscience. Dans la poche de poitrine de la couche, la plus externe de l'homme, se trouvait un petit renflement rectangulaire. Soigneusement, Dimitri détacha le rabat et retira un passeport bleu foncé, son embossage doré encore faiblement visible. Il l'ouvrit, la photographie montrait un homme plus jeune aux yeux brillants et intelligents, et à la barbe nette, souriant légèrement. Le nom à côté confirmait l'impossible. Jean-Baptiste Moreau, le pilote belge disparu 4 ans plus tôt, était là, vivant mais transformé en gardien silencieux de cette flotte oubliée. Le retour à la conscience ne fut pas un réveil en douceur, mais un choc brutal de sensations. Jean-Baptiste Moreau émergea de sa stupeur comme un homme qui se noie remontant à la surface, allaitant et désorienté dans le lit d'hôpital stérile de Karaganda. Ses premiers mots furent en français, puis en russe approximatif. Il demandait après les portes du hangar. Avait-elle été sécurisée contre le vent? Les premières neiges arriveraient bientôt, insistait-il, le front plissé d'une anxiété profonde et authentique. Il fallait qu'il vérifie les joints d'admission du MiG-25, l'humidité était l'ennemi, et la moiteur automnale pouvait déjà s'installer dans les mécanismes délicats. Son esprit, luttant pour reprendre pied, ne pouvait s'accrocher qu'aux préoccupations immédiates et pressantes de sa tutelle. Les médecins furent stupéfaits par son état physique. Malgré 4 années d'isolement dans des conditions extrêmes, il était remarquablement préservé. Malnutri certainement et souffrant d'exposition au froid, mais sans les dommages graves qu'on aurait attendus. Plus troublant était son état mental. Jean-Baptiste croyait qu'il ne s'était écoulé que quelques mois depuis son arrivée à la base. Il parlait de ses charges, les avions, comme s'ils étaient des êtres vivants sous sa protection. Il exprimait une inquiétude constante pour leur bien-être, craignant que sans surveillance, il ne succombe aux éléments. Quand les psychiatres tentèrent de lui expliquer qu'il avait été porté disparu pendant 4 ans, il devint agité. C'est impossible, insistait-il, il ne pouvait pas avoir laissé les appareils sans surveillance si longtemps. Qui les avait protégés? Qui avait maintenu les programmes de maintenance? Progressivement, la réalité commença à s'infiltrer. Mais même alors, Jean-Baptiste ne parlait pas de survie ou d'épreuve. Il parlait de responsabilité, de devoir, d'une mission qu'il devait achever. Dans les semaines qui suivirent son réveil, Jean-Baptiste commença lentement à reconstituer les événements des 4 dernières années. Son récit, livré par fragments aux psychiatres et aux enquêteurs, révéla une descente progressive dans l'obsession et l'isolement total. Tout avait commencé avec la tempête, non prévue dans les bulletins météo. Elle s'était abattue sur la base avec une fureur qui avait effacé le monde au-delà des portes du hangar. Pendant 3 jours, le vent avait hurlé comme une créature vivante, empilant des congères assez hautes pour engloutir son véhicule et arrachant l'antenne satellite, coupant son seul lien avec le monde extérieur. Quand le silence était enfin revenu, le paysage était transformé en un désert blanc et alien. Il était complètement et utterly seul. Son objectif initial, la documentation académique d'histoire statique, s'était évaporé dans ce froid profond. La survie était devenue le focus immédiat et dévorant. Mais au fur et à mesure que les semaines se muaient en ce qu'il croyait être de simples mois, un dessein plus profond prit racine. La base n'était pas seulement une collection d'artefacts, elle était sous ciel. Les éléments étaient un ennemi constant et insidieux, la neige battante qui cherchait à enterrer les plus petits appareils, les vents mordants qui attaquaient la peinture et exposaient le métal nu. Et il y avait d'autres menaces. Dans les longues nuits silencieuses, son esprit, aiguisé par l'isolement,
commença à interpréter chaque son. Le grincement du métal qui se contractait devenait le pas d'un récupérateur. Le grattement des rongeurs résistants de la steppe devenait les mouvements furtifs de pire. Il devint convaincu que des figures dans l'ombre sondaient constamment le périmètre, attendant qu'il baisse sa garde pour descendre et nettoyer les os de ses protégés. Ses journaux méticules se transformèrent de notes académiques en rapports défensifs, registres de patrouille, inventaire d'outils et de matériaux conservés, observation de toute perturbation perçue dans la neige. Il n'était plus historique, il était sentinelle, le gardien solitaire se dressant entre un héritage inestimable et les menaces jumelles de la nature et des hommes qui verraient tout fondu en ferraille. Son existence entière s'était réduite aux limites du tarmac, sa vie mesurée non en jours, mais dans l'intégrité des machines qu'il protégeait. Ce qui fascinait le plus les psychiatres était comment Jean-Baptiste avait survécu mentalement à un isolement si prolongé. Son esprit semblait avoir développé des mécanismes de défense extraordinaires, créant une réalité alternative où sa mission était non seulement logique, mais essentielle. Il avait établi des routines rigides qui structuraient ses jours. Chaque matin, il effectuait une patrouille du périmètre, inspectant la clôture et scrutant l'horizon non pour un sauvetage, mais pour des menaces. Il suivait la météo avec l'intensité d'un météorologue, notant la direction du vent et les formations nuageuses dans ses cartes. Les avions n'étaient pas des objets inanimés pour lui, c'étaient des compagnons silencieux, chacun avec un nom et une histoire qu'il avait reconstituée à partir des plaques d'identification et des registres de main. Il parlait d'eux avec une familiarité que d'autres réservaient à des amis proches. Son travail était incessant, une bataille contre l'entropie elle-même. Il effectuait une maintenance de base, mais vitale avec la révérence d'un conservateur restaurant un chef d'œuvre. Utilisant des fournitures récupérées dans des casiers de stockage oubliés, il enduisait soigneusement les surfaces métalliques exposées de graisse conservatrice. Il dégageait les congères des prises d'air des moteurs et des joints de verrière avec une pelle artisanale. Il brossait la poussière accumulée des capteurs vitaux et des tubes de pitot avec une brosse à poils souples, ses mouvements délicats, presque tendres. Sa catalogage était devenu un acte de dévotion. Il ne se contentait pas de lister les avions, il documentait chaque rayure, chaque insigne décoloré, chaque modification unique. Il remplit carnet après carnet avec des diagrammes, des numéros de série et des notes historiques. Le temps avait perdu toute signification, son passage marqué non par des calendriers mais par l'achèvement de tâches, l'hivernage réussi du hangar 4, l'inventaire complet du dépôt de pièces, le nettoyage minutieux d'une verrière de cockpit particulière, jusqu'à ce qu'elle brille. Dr Sarah Petrov, la psychiatre en chef assignée au cas de Jean-Baptiste, n'avait jamais rencontré une situation similaire. Son patient présentait un mélange unique de traumatisme, d'isolement, de troubles obsessionnels compulsifs et de ce qu'elle ne pouvait décrire que comme une psychose de mission. L'isolement extrême pouvait produire des effets psychologiques profonds, elle le savait. Mais Jean-Baptiste avait développé quelque chose de différent, une structure d'illusoire complète, qui lui avait permis non seulement de survivre, mais de prospérer dans son rôle auto-assigné. Son cerveau avait essentiellement réécrit sa réalité, pour rendre sa situation non seulement tolérable, mais significative. Au lieu d'être un homme perdu et abandonné, il était devenu le gardien héroïque d'un trésor national. Cette transformation narrative avait été sa salvation et sa prison. Les tests neurologiques révélèrent des changements fascinants dans son architecture cérébrale. Les zones associées au traitement temporel montraient une activité anormale. Son sens du temps s'était littéralement réorganisé autour de ses routines de maintenance plutôt qu'autour des cycles normaux jour-nuit. Plus intriguant encore, ses capacités cognitives dans certains domaines s'étaient améliorées. Sa mémoire pour les détails techniques était devenue édétique, il pouvait rappeler le numéro de série de chaque boulon sur chaque avion qu'il avait entretenu, mais le retour à la normalité s'avérait presque impossible. Jean-Baptiste luttait avec le concept que sa mission était terminée. Dans ces moments de lucidité, il comprenait intellectuellement qu'il était sauf, mais émotionnellement, il se sentait comme un déserteur qui avait abandonné son poste. La culpabilité était écrasante. Qui protégeait maintenant les avions? Comment pouvait-il vivre dans le confort en sachant que ses charges étaient sans défense contre les éléments et les pilleurs? Doctrov réalisa qu'elle ne traitait pas seulement un traumatisme d'isolement, mais le chagrin d'un homme forcé d'abandonner ce qui était devenu sa raison d'être. Le retour de Jean-Baptiste en Belgique, 3 mois après sa découverte, fut un événement médiatique majeur. L'histoire du pilote perdu qui avait survécu seul pendant 4 ans dans un désert glacial captiva l'imagination publique. Mais pour Jean-Baptiste lui-même, c'était un exil cruel. Bruxelles, avec son trafic constant et sa vie urbaine trépidante, était un assaut sensoriel après années de silence profond. Le bruit d'un bus le faisait sursauter,
Les foules déclenchaient des crises d'anxiété. Sa femme Isabelle l'accueillit avec joie, mais elle réalisa rapidement que l'homme qui était revenu n'était pas celui qui était parti. Jean-Baptiste était devenu un étranger poli occupant une peau familière. Il évitait le contact visuel, parlait par monosyllabes, et passait des heures à fixer par la fenêtre. Les nuits étaient les plus difficiles. Dans l'obscurité silencieuse de leur chambre, il se réveillait en panique, convaincu qu'il avait entendu le métal se contracter dans le froid. Il fallait qu'il vérifie les appareils. Il fallait qu'il s'assure qu'ils étaient en sécurité. Isabelle le trouvait souvent debout à 3 heures du matin dans son bureau, étudiant les photographies qu'il avait prises. Ces images étaient tout ce qui lui restait de sa vraie vie, sa mission, son but, sa raison d'être. Les interviews télévisées furent un supplice. Les journalistes voulaient entendre parler de survie héroïque, de lutte contre les éléments, de l'espoir de sauvetage. Mais Jean-Baptiste parlait seulement de maintenance préventive, de protection contre la corrosion et de l'importance de préserver le patrimoine aéronautique. Il ne se voyait pas comme un survivant, il se voyait comme un gardien en congé forcé, betant les jours jusqu'à ce qu'il puisse retourner à son vrai travail. Seuls ses carnets le réconfortaient. Page après page de notes méticuleuses, de mesures précises, de schedules de maintenance. C'était les preuves tangibles que sa mission avait eu un sens, que ces 4 années n'avaient pas été perdues. La salvation de Jean-Baptiste vint de manière inattendue. Dr Purpose suggéra qu'il canalise son obsession pour les avions dans quelque chose de constructif. Pourquoi ne pas écrire un livre sur son expérience? Non pas une holopographie, mais un guide technique sur la préservation d'avions militaires vintage. L'idée électrisa Jean-Baptiste. Finalement, il avait trouvé un moyen de continuer sa mission sans retourner au Kazakhstan. Il pouvait partager ses connaissances, enseigner aux autres comment protéger ses trésors métalliques contre l'oubli et la détérioration. Il transforma son bureau en une réplique de son workspace dans le hangar. Les murs furent tapissés de ses photographies, pas seulement des records, mais des portraits. Les formes silencieuses et majestueuses des MiG et Tupolev le regardaient, leur présence un réconfort. La vente de ces images uniques et troublantes à des musées et collectionneurs privés fournit largement assez de financement. Il se dédia à une nouvelle mission dévorante, écrire le livre définitif et inattaquable sur les avions abandonnés de l'ère soviétique. Ce ne serait pas juste une histoire, ce serait une élégie, une préservation en mots de ce que le temps et les éléments finiraient par réclamer. Chaque détail technique qu'il avait noté, chaque procédure de maintenance qu'il avait développée, chaque observation sur la détérioration et la préservation serait documentée. Il travailla avec une intensité maniaque, souvent 16 heures par jour. Isabelle le trouvait endormi sur son clavier, entouré de piles de notes et de photographies. Mais c'était la première fois en mois qu'il semblait vraiment vivant. Le livre devint sa nouvelle obsession, mais c'était une obsession Il était redevenu un gardien, mais maintenant il gardait la mémoire plutôt que les machines elles-mêmes. Guardians of the Sky, A Technical Guide to Soviet Aircraft Preservation, fut publié en 2006 et devint immédiatement la référence pour les musées d'aviation du monde entier. Mais ce n'était pas juste un guide technique, c'était un monument à l'obsession d'un homme et à sa transformation extraordinaire. Jean-Baptiste était devenu une figure respectée dans la communauté de préservation aéronautique. Ses méthodes, développées dans l'isolement du désert kazakh, étaient maintenant enseignées dans des universités. Ses techniques pour protéger les alliages de titane contre la corrosion étaient révolutionnaires. Mais plus important, son histoire changeait la perception des survivants d'isolement extrême. Jean-Baptiste n'avait pas juste survécu, il s'était transformé, trouvant dans les circonstances les plus désespérées une mission qui donnait un sens à sa souffrance. Les conférences qu'il donnait étaient toujours bondées. Il parlait avec une autorité tranquille, mais indéniable, sa voix plate mais précise, chaque fait et chiffre livré avec le poids de l'expérience directe. Il ne racontait pas les tempêtes, ou la solitude, ou la peur. Il n'en avait pas besoin. C'était là dans l'immobilité de ses mains, le focus distant dans ses yeux, la compréhension profonde et non exprimée, qui résonnait sous ses descriptions académiques. Il n'était plus juste un historien qui étudiait des reliques. Il était un homme qui avait franchi les pages de l'histoire lui-même, qui avait respiré le même air que ses sujets d'études, qui avait touché leur peau froide et lutté pour leur héritage. Sa propre histoire était maintenant irrévocablement tissée dans le récit de la base oubliée, un fil humain unique dans la vaste tapisserie de la guerre froide. Il n'avait pas juste documenté les géants silencieux, pendant un temps il s'était dressé parmi eux comme leur égal. L'histoire de Jean-Baptiste fascina la communauté scientifique internationale. Comment un homme avait-il pu survivre 4 années d'isolement complet sans sombrer dans la folie totale? Quel mécanisme psychologique lui avait permis non seulement de survivre, mais de créer une structure de sens dans un environnement si hostile? Ces conclusions révolutionnèrent la compréhension de la résilience humaine dans des conditions extrêmes.
Jean-Baptiste avait développé ce que Harrison appela l'adaptation de mission, une restructuration cognitive complète, où l'isolement forcé était réinterprété comme une mission choisie. Au lieu d'être une victime, il s'était transformé en héros de sa propre narrative. Cette transformation n'était pas une simple illusion ou déni, c'était une évolution adaptative sophistiquée. Son cerveau avait littéralement créé de nouveaux circuits neuraux qui lui permettaient de trouver satisfaction et même joie dans ses tâches répétitives de maintenant. Les scans cérébraux montraient des changements remarquables dans les régions associées au but et à la récompense. Les activités qui auraient dû être perçues comme corvées, nettoyer, réparer, cataloguer, déclenchaient les mêmes réponses neurochimiques que d'autres personnes ressentent en accomplissant leur passion. Plus fascinant encore, Jean-Baptiste avait développé une forme de symbiose technologique avec les avions. Il pouvait détecter des problèmes mécaniques subtils, corrosion naissante, joints défaillants, déformations structurelles, avec une précision qui défiait l'explication rationnelle. Ces années d'observation minutieuse avaient créé une intuition presque surnaturelle pour l'état des machines. Il avait développé ce que les techniciens appellent l'oreille, la capacité d'entendre la santé d'un moteur dans le silence, de sentir les problèmes avant qu'ils ne deviennent visibles. Cette fusion entre homme et machine était unprécédentée dans la littérature scientifique. Jean-Baptiste était devenu un type entièrement nouveau de survivant, non pas quelqu'un qui avait enduré l'isolement, mais quelqu'un qui l'avait transcendé. L'histoire de Jean-Baptiste eut un effet inattendu. Des rapports similaires commencèrent à émerger du monde entier. Des individus qui avaient disparu dans des lieux abandonnés et avaient été retrouvés des années plus tard, non pas comme des survivants désespérés, mais comme des gardiens dévoués. En Russie, un ingénieur disparu en 1998 dans une centrale nucléaire abandonnée fut retrouvé en 2005, vivant seul dans la salle de contrôle, maintenant les systèmes de sécurité avec un équipement de fortune. Il insistait qu'il empêchait une catastrophe radioactive. En Allemagne, une archéologue disparue dans les bunkers de Berlin fut découverte 3 ans plus tard, cataloguant et préservant méticuleusement des artefacts nazis que les autorités n'avaient jamais localisés. Elle avait créé un musée improvisé dans les tunnels souterrains. Aux États-Unis, un ancien militaire disparu dans une base de missiles désaffectée fut retrouvé après 6 ans, maintenant les silos en état opérationnel au cas où le pays en aurait besoin. Il avait développé ses propres protocoles de sécurité et effectué des exercices quotidiens. Ces cas partageaient des caractéristiques troublantes avec l'expérience de Jean-Baptiste. Tous impliquaient des individus avec une expertise technique qui trouvaient un sens profond dans la préservation de sites abandonnés. Tous avaient développé des structures délusoires qui transformaient leur isolement en mission héroïque. Dr. Harrison proposa l'existence d'un syndrome du gardien, une réponse psychologique adaptative à l'isolement dans des environnements technologiquement complexes. Certaines personnes, plutôt que de sombrer dans la désespoir, créaient spontanément des rôles de protection qui leur donnaient raison de vivre. Cette découverte eut des implications profondes pour la recherche sur l'isolement, l'exploration spatiale et même la préparation aux catastrophes. Si certains individus pouvaient non seulement survivre, mais prospérer en tant que gardiens solitaires, peut-être que l'humanité avait une résilience cachée que personne n'avait soupçonnée. En 2008, 8 ans après sa disparition et 4 ans après sa découverte, Jean-Baptiste prit une décision qui choqua sa famille et ses médecins. Il annonça son intention de retourner au Kazakhstan, non pas comme patient ou victime, mais comme consultant officiel pour la préservation du patrimoine aéronautique soviétique. Le gouvernement kazakh, impressionné par son expertise et sa connaissance unique de leur site historique, lui offrit un contrat pour superviser la conversion de plusieurs bases abandonnées en musées. C'était l'opportunité de transformer sa mission personnelle en projet national. Isabelle fut dévastée, elle venait de récupérer son mari, et maintenant il voulait retourner dans le désert qui avait failli le tuer. Mais elle réalisa aussi que Jean-Baptiste n'avait jamais vraiment quitté ce désert. Mentalement, il y était resté, comptant les jours jusqu'à son retour. Dr Petrov s'opposa initialement au plan. Retourner sur le site de son traumatisme pourrait déclencher une rechute catastrophique. Mais les évaluations psychologiques de Jean-Baptiste montraient quelque chose de remarquable. Il était plus stable et plus fonctionnel quand il planifiait son retour que quand il était forcé de rester en Belgique. Le voyage de retour à Karakalinsk fut documenté par une équipe de télévision. Il s'attendait à filmer un homme affrontant ses démons, une confrontation dramatique avec son passé traumatique. Au lieu de cela, ils documentèrent quelque chose de beaucoup plus profond, un homme rentrant chez lui. Quand Jean-Baptiste entra dans le hangar 7 pour la première fois en 4 ans,
il ne montra ni peur ni émotion dramatique. Il fit simplement ce qu'il avait toujours fait, il inspecta les appareils, vérifia les niveaux d'humidité, nota les détériorations qui s'étaient produites en son absence. Mais maintenant, il n'était plus seul. Une équipe de techniciens kazakhs l'accompagnait, apprenant ses méthodes, absorbant son expertise. Il était devenu ce qu'il avait toujours été destiné à être, non pas un gardien solitaire, mais un maître enseignant à la prochaine génération comment préserver l'histoire. Le travail de Jean-Baptiste au Kazakhstan révolutionna l'approche mondiale de la préservation des sites militaires abandonnés. Ces méthodes, développées dans l'isolement et perfectionnées par l'obsession, devinrent le standard international. Mais plus important que ces techniques était sa philosophie. Jean-Baptiste ne voyait pas les sites abandonnés comme des déchets industriels à nettoyer ou des curiosités historiques à visiter. Il les voyait comme des cathédrales technologiques nécessitant la même révérence et les mêmes soins que les plus grands monuments culturels. Sous sa direction, la base de Karakalinsk devint le premier musée de la préservation technique au monde. Les visiteurs ne venaient pas seulement voir de vieux avions, ils venaient comprendre l'art de maintenir la technologie en vie à travers les décennies. Les étudiants en ingénierie venaient du monde entier pour étudier avec Jean-Baptiste. Il leur enseignait non seulement les techniques de préservation, mais la philosophie du gardiennage. Comment développer l'intuition pour la santé des machines, comment lire les signes de détérioration avant qu'ils ne deviennent visibles, comment créer une relation symbiotique avec la technologie. Ces anciens étudiants devinrent les gardiens de sites similaires à travers le monde. En Russie, aux États-Unis, en Chine, partout où d'anciennes bases militaires étaient abandonnées, les méthodes Morrow étaient appliquées pour préserver ces trésors industriels. Jean-Baptiste avait créé plus qu'une technique de préservation, il avait fondé une nouvelle génération de gardiens technologiques qui voyaient leur rôle non pas comme de simples techniciens, mais comme les protecteurs de l'héritage industriel de l'humanité. Aujourd'hui, 15 ans après sa première disparition dans le désert kazakh, Jean-Baptiste Morrow continue son travail à la base de Karakalinsk. Mais maintenant, il n'est plus seul. Il dirige une équipe internationale de spécialistes, forme de nouveaux gardiens et supervise la préservation de l'une des plus importantes collections d'aviation militaire au monde. Le hangar 7, jadis sa prison solitaire, est maintenant un centre de formation visité par des milliers de personnes chaque année. Les avions qu'il a protégés pendant 4 années d'isolement sont maintenant des pièces de musée, parfaitement préservées et accessibles au public. Mais Jean-Baptiste lui-même reste une figure énigmatique. Les journalistes qui viennent l'interviewer s'attendent à rencontrer un homme marqué par le traumatisme, un survivant héroïque avec des histoires dramatiques à raconter. Au lieu de cela, ils rencontrent un technicien calme et précis qui parle avec passion de coefficients de dilatation thermique et de techniques de préservation d'alliage. Il ne se voit toujours pas comme un survivant extraordinaire. Pour lui, il est simplement un homme qui a trouvé sa vocation dans les circonstances les plus improbables. Sa transformation de pilote amateur en gardien obsessionnel en expert mondial n'était pas une aberration, c'était une évolution naturelle de quelqu'un qui avait trouvé sa vraie colline. L'histoire de Jean-Baptiste a changé notre compréhension de la résilience humaine, de l'isolement extrême et de la relation entre l'homme et la technologie. Mais peut-être que la leçon la plus importante est plus simple. Parfois, ce qui semble être une tragédie peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Dans le désert du Kazakhstan, entouré des machines qu'il a sauvées de l'oubli, Jean-Baptiste Morrow continue son travail. Il n'est plus le pilote belge qui s'est perdu dans une tempête de neige. Il est devenu quelque chose de plus grand, le gardien d'un héritage technologique, le protecteur de l'histoire industrielle. L'homme qui a prouvé que même dans l'isolement le plus total, l'esprit humain peut trouver non seulement la survie. Et dans les hangars silencieux de Karakalinsk, sous le ciel infini du Kazakhstan, les géants métalliques qu'il chérit tant continuent de briller. Préservés pour l'éternité par l'homme qui a trouvé sa destinée dans leur ombre froide et majestueuse. Son histoire nous enseigne que parfois se perdre complètement est le seul moyen de se trouver vraiment. Et que l'obsession canalise correctement peut devenir la plus pure forme de dévotion.